Salutations et bienvenue dans cette War Saga où on narre l'histoire des héros de légende de Warhammer. Et ceci est celle de Sinessa, la voix de Slaanesh, et d'Exessa, la serre de Slaanesh. Donc 2 pour le prix d'un cette fois. Ces jumeaux jumelles ne sont ni plus ni moins que les enfants du prince des excès lui-même. Et aussi d'un certain point de vue Moratti Kane. Mais on y reviendra. Ce qui fait que contrairement à une idée reçue, Sinessa et Dexessa ne sont pas des démons majeurs de Slaanesh, mais bel et bien de toute nouvelle divinité mineure du chaos. Ce qui à ma connaissance est assez inédit dans l'univers de Warhammer. Les démons sont certes des parties des dieux majeurs, mais la procréation pour eux est quand même quelque chose d'assez unique. Ce qui pose beaucoup de questions, car les dieux du chaos sont l'incarnation même de certains concepts. Un précédent similaire qui existe est par exemple Khorne, le dieu du sang, qui avait 7 autres frères et sœurs avant de les avoir tués. Et bien sûr, un autre précédent de la naissance d'un dieu du chaos est celle de Slaanesh dans Warhammer 40 000. Après tout, les entités du chaos fonctionnent un peu pareil dans tous les univers. Dans 40 000, c'est l'excès combiné des Eldar, en gros les elfes du futur, qui auront fait naître Slaanesh. Et par un sublime parallèle, c'est aussi maintenant les elfes dans l'âge de Sigmar qui auront fait naître ces enfants. Moralité, est-ce que ça veut dire que les oreilles pointues sont le plus gros obstacle dans le combat contre le chaos dans tous les univers de Warhammer ? Je vous laisse faire votre propre avis. D'ailleurs, en parlant de Warhammer 40 000, côté Wargame, Dexessa et Sinessa ont aussi changé quelque chose de par leur existence. D'ordinaire, les unités de démons sont jouables dans tous les univers. Mais ici, ils sont l'exception, ce qui est logique car les événements de leur naissance ne sont pas arrivés dans 40K. Mais qui sait, peut-être qu'un événement dans son futur les ferait exister là-bas aussi. Après, quoi qu'il arrive, leurs figurines peuvent servir de proxy magnifique pour les gardiens des secrets. En tout cas, pour l'instant, le fait qu'ils soient uniques au royaume me laisse une petite fierté en tant que fan de l'âge de Sigmar. Ça fait vraiment d'eux une occurrence spécifique et du coup ça ajoute de l'identité à l'univers. Mais avant de parler d'eux plus en détail, on va d'abord expliquer ce qui a mené à leur création. Attention, la suite étant sur le point de beaucoup parler de Slaanesh et Moratti, ceci est votre premier et dernier avertissement. Les événements qui vont mener à la naissance des jumeaux vont commencer peu après la formation des 8 royaumes. Le Seigneur des Plaisirs était à ce moment-là dans un profond sommeil de digestion, car à ce moment-là, il avait dévoré la quasi-totalité des âmes elfiques aussi bien mortelles que divines. Et ce qui inclut aussi Moratti, l'ancienne matriarche suprême des Druchii. L'ironie de la chose est assez palpable, car elle fait probablement partie de ceux qui auront le plus contribué à propager ces cultes du plaisir. Ça s'appelle le karma, mais bon c'est pour dire qu'à ce moment-là, Slaanesh et elle ont déjà un sacré vécu. Et elle est tellement coriace qu'elle arrive à ramper hors de son ventre et à sortir de sa bouche. Enfin j'espère que c'est sa bouche, et avant de penser qu'il n'a que 2 options, n'oubliez pas qu'on parle d'une entité Lovecraftienne qui n'a pas de forme prédéfinie et qui est l'incarnation de tous les vices et excès qui soient. Donc moi à partir de là, je pars sur un nombre potentiel d'orifices infini. Quoi qu'il en soit, elle arrive à sortir et tombe dans la mer umbralique d'Ulgu, le royaume des ombres. Ce qui pourrait indiquer d'ailleurs que l'endroit où sommeillait Slaanesh n'était pas très loin. Les nombreux millénaires qu'elle aura passés dans son ventre ont complètement changé son apparence physique, lui donnant l'apparence serpentine d'une immense gorgone ailée. Ce qui a beaucoup de symbolisme, parce que les serpents sont généralement associés à Slaanesh, et Moratti avait pour habitude de se débarrasser des autres sorcières qui étaient ses rivales en les transformant en méduses. Donc double karma. À partir de là, il se passe pas mal de choses, mais bon c'est pas une vidéo sur Moratti, mais pour résumer, elle finit par se joindre au panthéon divin, et c'est là qu'elle va s'allier aux autres dieux elfiques, Malérion, Tyrion et Teclis, afin de retrouver Slaanesh et de l'enfermer pour pouvoir reprendre les âmes elfiques qu'il avait dévorées, et avec lesquelles chacun va créer sa propre race elfique. Slaanesh lui-même aurait mis en œuvre des événements pour leur faciliter la tâche d'ailleurs. Slaanesh, qui était encore dans son coma éthylique, n'a pas offert une grande résistance. Cela dit, il est toujours un dieu du chaos majeur, et aucune entrave classique n'aurait pu réussir à le contenir. C'est pourquoi les dieux elfiques ont façonné des chaînes de paradoxes, fait à partir de la magie opposée de la lumière et de l'ombre. Au total, 66 d'entre elles ont été créées et liées à des concepts cosmiques. Leur nature exacte ont été cachées afin que Slaanesh ne soit jamais libéré, et quelque chose me dit qu'être saucissonné est quelque chose que le prince sadomaso des plaisirs apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, il y a même des chances que ça l'ait renforcé. Petit à petit, même enchaîné, il a su comprendre la nature des chaînes et a pu en informer ses serviteurs sans que ces geôliers elfiques ne s'en rendent compte. Petit à petit, il a réussi à rompre certaines des chaînes et à cacher leur disparition par ses propres illusions. Et c'est là qu'une prophétie a commencé à se propager parmi ces hédonistes. Elle fait référence à plusieurs détails qu'on a déjà mentionnés, mais le passage le plus intéressant est celui-ci. Le prince de la perfection sera bientôt fécond.
Le hurlement de la foudre annoncera sa venue. Les serments amers de ceux qui ont connu la trahison chanteront sa naissance. Tout se jouera devant les murs de la forteresse du grand imposteur. Les océans bouillonneront, les ombres se tordront de rage, quand la tête du serpent se scindra en deux. Sous le regard d'une lune écarlate, le nouveau-né fera son apparition. Et les royaumes trembleront à la vue de son étincelante majesté. Donc c'est une prophétie qui annonce l'arrivée du Messie des Slaaneshi, et à laquelle cette très chère Morathi va être intimement liée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Morathi n'était à ce moment-là pas encore une déesse, mais elle avait trouvé un fragment de Cain, le dieu du meurtre, vers lequel pouvaient aller les prières lui étant dédiées. C'est pourquoi elle a utilisé sa part des âmes elfiques pour créer une race qui adorera Cain. Et elle a du coup créé une religion dans laquelle elle serait son oracle suprême. Grâce à ce stratagème, elle a pu siphonner petit à petit l'énergie des prières de la foi des Cainites pour renforcer ses propres pouvoirs. Et en plus de ça, les Cainites avaient pour mission sacrée de trouver d'autres fragments de Cain qui étaient éparpillés à travers les royaumes. Et là, on va faire une petite avance rapide jusqu'aux événements des royaumes brisés. Morathi a enfin réuni assez de fragments de Cain et d'énergie de ses adorateurs pour enfin tenter de devenir une déesse. Elle réussit à ouvrir un portail vers le ventre de Slaanesh et a commencé à aspirer toutes les plus puissantes âmes elfiques, certaines qui auraient pu appartenir aux anciens rois phénix d'Ulthuan. À chaque âme qu'elle dévorait, sa divinité était de plus en plus proche. Cependant, à un moment crucial, elle hésita pendant un instant lorsqu'elle fit face à l'âme du seul être qu'elle avait jamais aimé. Horrifiée devant l'acte innommable de Morathi, cette âme prit la forme d'une épée de flamme et de sang, et scinda l'âme de Morathi en deux, créant deux êtres différents, la reine des ombres et son autre partie qui était maintenant une déesse, Morathi Cain. Et ainsi, la tête du serpent avait été coupée en deux. Le corps de Slaanesh a alors commencé à convulser et une masse informe et protéenne a alors été expulsée. Le nouveau-né, qui vint tomber dans le royaume d'Ulgu. Les Seïds du prince du chaos vinrent vite se réunir autour de lui. Au début, cette entité était amorphe et informe. Elle devait encore choisir une configuration appropriée à sa magnificence, comme une chrysalide se métamorphosant lentement. Et c'est alors que sous le regard de ses adorateurs qui gémissaient et se contorsionnaient dans un délire extatique, si puissant que certains succombèrent à des spasmes de béatitude pure, alors qu'une forme ailée magnifique commença à émerger, et le nouveau-né prononça alors ses premiers mots impies. Et par chance, on a même un enregistrement. Attention les oreilles. Il s'avère que la forme finale qu'avait choisie le nouveau-né n'était pas une seule ou deux, mais les deux à la fois, tel un écho ou un miroir de l'être qui aura rendu leur naissance possible. Donc oui, Morathi est en quelque sorte leur mère, quoique c'est Slaanesh qui les a accouchés, donc elle a plus joué le rôle du père, ce qui fait de Malekith / Malerion leur demi-frère. Ça, c'est une réunion de famille que j'aimerais voir un jour. D'ailleurs, quand on compare les jumeaux à Morathi, on peut voir d'autres similarités. Par exemple, les cornes de Dexessa ressemblent un peu à son diadème, ou encore les ailes de Sinessa sur certains aspects. Et au fait, si vous avez du mal à les différencier, la clé est dans leur nom. Le Dex de Dexessa fait justement référence à la main droite, et c'est là qu'est son sceptre. Le signe de Sinessa fait référence à sinistre, qui en latin veut dire gauche. Et une coïncidence veut que je sois gaucher et que je préfère Sinessa. Donc serait-ce une simple coïncidence? Quand je dis gaucher, je veux dire ma main pour écrire, hein. Je vois venir. Tiens, pour la petite expérience, n'hésitez pas à dire si la main que vous utilisez correspond au même jumeau. Chacune de ces deux entités représente une facette des excès. Dexessa, la main droite de Slaanesh, représente tous ses aspects physiques, là où Sinessa représente tous les aspects mentaux. Tous deux exercent une autorité quasi absolue sur les autres démons de Slaanesh. Pendant longtemps, les nouveau-nés sont restés dans l'ombre à attendre leur heure, observant les royaumes mortels avec une soif dévorante. Leur regard a fini par se tourner vers la cité d'Excelsis, une cité de Sigmar à Gour dans le royaume des bêtes. Ils avaient appris que des serviteurs de Tzeentch convoitaient la cité, et ce car elle avait été construite autour de quelque chose nommé la lance de Malus, dont les fragments pouvaient donner des visions prophétiques. Voulant réussir là où l'un des rivaux de Slaanesh aurait échoué, les nouveau-nés ont choisi la cité des secrets comme première proie. Leur premier instinct aurait été de corrompre la cité de l'intérieur, plus particulièrement un culte sigmarite nommé la fraternité de la pierre de négation. Cette pierre est une pierre similaire à celle des pierres de royaume,
royaumes, qui sont des formes cristallisées de la magie de chaque royaume. Là où la pierre de négation vient du vide éthérique qui se situe entre chaque royaume, ce qui lui donne des propriétés anti-magiques. Ce culte leur a adopté un symbole pour la haine qu'ils vouent à la magie, qu'ils voient comme la source de tous les maux. Ce qui est un peu paradoxal parce que les 8 royaumes sur lesquels ils vivent sont les 8 vents de magie ayant pris forme physique. Donc pour moi ça fait un peu comme si les gens commençaient à haïr l'oxygène. Après, venant de fanatiques, fallait pas trop s'attendre à de la cohérence. Sous l'influence secrète de Sinessa et d'Exessa, ce culte est devenu de plus en plus extrémiste et a commencé à persécuter tous les mages et utilisateurs de magie. Et encore une fois, sous l'influence des nouveau-nés, cette haine s'est propagée tout particulièrement aux elfes. À peine nés, ils commencent déjà à torturer des elfes. Ils grandissent si vite. Le culte a dégénéré à un tel point qu'il a commencé à écorcher, amputer et empaler certains d'entre eux. Étrangement, ils ont aussi commencé à confisquer en masse des miroirs, dont ils déclaraient être des portes pour les démons. Et ironiquement, les membres Saneshi du culte s'en sont servis pour un rituel où ils ont sacrifié des elfes et où leur sang a lentement coulé afin de séparer le plus grand miroir en deux. D'une moitié est sorti d'Exessa et de l'autre Sinessa, déployant tous deux leurs ailes en esquissant chacun un sourire tout en partageant entre elles un regard complice. Leur plan leur aura permis de passer à travers les barrières magiques de la cité. Attaquant la cité de l'intérieur, Dexessa et Sinessa ont réussi à conquérir une vaste portion de la cité des secrets. Et ce, au moment le plus opportun, car ils avaient attendu le moment exact où Kragnos et sa horde étaient en train d'assiéger la ville. Donc, des nouveau-nés ont eu un meilleur succès que des démons majeurs de Tsench. Peut-être que les autres dieux majeurs devraient commencer à en faire aussi. Maintenant que j'y pense, ça expliquerait peut-être pourquoi Nurgle court autant après Alarielle. Et encore une fois, il s'agit d'une autre oreille pointue, coïncidence, je ne crois pas. Cela dit, les plus assidus joueurs des cités de Sigmar se rendront compte que la cité d'Excelsis est toujours une sous-faction jouable. Et bien c'est parce que Sin et Dex ont fini par se faire bannir par des éternels de l'orage et 2 humains. Je dois pas vous cacher que même moi je m'attendais à un tout petit peu mieux. Bon après ils sont jeunes, il manque encore un peu d'expérience. D'ailleurs les 2 humains qui ont participé à leur bannissement sont 2 chasseurs de sorcières, un père et sa fille, Galen et Dolaria Vendenst, qui font partie d'une ancienne famille des principautés d'Améthys de Shaish, et ce qui fait aussi d'ailleurs d'eux des parents lointains d'Ionus Cridborn. En tout cas, Sinessa et Dexessa se reforment peu après dans le royaume du chaos, et ce dans un étrange état de béatitude, alors qu'ils semblent apprécier pleinement leur première décorporation. Ils se trouvaient maintenant au palais des plaisirs de Slaanesh, dans le cercle de la paresse, là où se trouve le trône vide du prince des plaisirs. Et là, un invité surprise fait son apparition. Be'lakor, premier prince du chaos et seigneur des ombres, qui ne manqua pas très vite de se moquer du très court règne des 2 jumeaux, ce qui ne semblait pas trop affecter Dexessa et Sinessa, car ils avaient pu rapporter des souvenirs, des fragments de malus qui allaient leur permettre de pouvoir découvrir des secrets futurs. D'ailleurs, la voix de Slaanesh ne manqua pas de rétorquer à Be'lakor qu'il avait lui aussi échoué face aux forces de l'ordre en prenant la fuite face à une armada de Caradhras. Bon après pour sa défense, il a failli aller les combattre, mais quand il a repéré Grogny lui-même, caché sous une forme de mortel parmi leurs rangs, il s'est ravisé et a fait demi-tour, ce qu'on peut comprendre. En tout cas leur conversation est assez drôle, c'est un échange d'ego entre le premier prince du chaos et des divinités mineures. En tout cas ça pourrait laisser entendre que eux et Be'lakor pourraient établir une alliance à l'avenir. Et voilà pour l'instant toute l'histoire qu'on connaît sur eux. En tout cas j'ai très hâte de les voir de nouveau entrer dans l'action, et j'aimerais bien voir un jour une rencontre entre eux et Morathi, car il se trouve qu'elle était aussi au siège d'Excelsis, et pour moi ça a été un peu une occasion manquée de ne pas explorer un peu plus leur relation. J'espère que vous aurez apprécié cette War Saga, et si vous avez d'autres héros de l'âge de Sigmar que vous voudriez voir explorer en priorité, n'hésitez pas à les partager. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec My Hobby Place. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur entre autres du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, et en plus ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez et bien sûr souhaitez me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment pour pouvoir voir des messages qui vous diront quel contenu arrive sur la chaîne en avance, ou même d'autres tiers qui vous permettront de voir des vidéos elles-mêmes en avance, ou même encore certains qui peuvent vous permettre de faire des demandes de vidéos sur des thèmes spécifiques. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.